Bonjour Lionel Jospin, ravi Bonjour. de vous accueillir sur TV5 Monde. Ancien Premier ministre évidemment, et une personnalité de la gauche française qui s'intéresse aujourd'hui à Napoléon. Pourquoi Napoléon? Pourquoi ce mal napoléonien nous intéresse en 2014? Eh bien parce que je suis frappé par le contraste qui existe entre la renommée de Napoléon Bonaparte, y compris dans le monde d'ailleurs. Il y a des musées Napoléon dans un certain nombre de villes à l'étranger. Et puis les conséquences négatives pour la France, mais aussi pour l'Europe, des 15 ans de son passage météorique dans notre histoire. Oui. Pourquoi finalement aussi il échoue, y compris en France, c'est que il a un désir impérieux de domination, il veut décider de tout seul, et donc il aura des collaborateurs, il aura des gens qui le suivent, mais il ne sera pas capable de créer, avec les grands dignitaires, avec les maréchaux, avec les généraux, une véritable complicité fondée sur le respect des hommes. Il méprise les hommes, il ne cache pas son mépris pour les hommes, et quand il échoue à la fin de la bataille de France en 1814, donc dans la première défaite qui conduit à l'abdication, personne n'est solidaire de lui. Oui. Les grands dignitaires l'abandonnent, les maréchaux le poussent à l'abdication, ceux qu'il a choyés au Sénat tout d'un coup le condamnent, et même le peuple. Oui. Le peuple ne se mobilise pas pour lui en aucune façon. Alors, ce que vous dites, Lionel Jospin, dans ce livre, la leçon finalement de tout ça, la leçon pour aujourd'hui, alors évidemment, vous convoquez l'histoire, vous convoquez De Gaulle, Pétain, vous dites Pétain était plus bonapartiste finalement que le général De Gaulle. Ça fait grincer des dents, ça. Ça fait grincer des dents, parce que comme De Gaulle est un personnage positif de notre histoire, ceux qui aiment Bonaparte ou le bonapartisme ont bien envie de le tirer vers le bonapartisme, et comme Pétain est devenu, avec 40 et le régime de collaboration, un héros négatif, si l'on peut dire, alors évidemment, ils n'ont pas envie de l'avoir dans leur camp. Mais du point de vue du système politique, c'est clair. En plus, De Gaulle rétablit la République, alors que Pétain, lui, l'a abolie. Donc, Oui. je pense que cela est clair. Mais vous savez, dans ce texte, moi, je ne défends pas des thèses. Je ne veux pas dire, voilà les leçons que vous devez tirer de l'histoire pour l'action politique aujourd'hui. Je mène une réflexion qui me conduit vers le passé. Je remonte ensuite ce courant de l'histoire, parce que il existera un courant bonapartiste effectivement dans toute l'histoire française. Il y en a encore des traces aujourd'hui, mais je laisse au lecteur le soin de tirer ses conclusions. Mais vous citez aussi, parfois, on juge ou on s'approprie en politique. On a beaucoup parlé de Nicolas Sarkozy, Alain Duhamel, vous le citez, ou le Front National, les fêtes de la Violette de l'UMP. Vous dites tout ça, c'est un peu extravagant quand même. Oui, je le crois, oui. Non pas ce qu'écrit Alain Duhamel, Oui. mais les références au bonapartisme, au césarisme aujourd'hui sont anachroniques, mais d'une certaine façon inquiétantes, parce que ça tend à répandre dans l'opinion l'idée que, avec un chef charismatique qui, lui, serait capable d'interpréter les besoins du peuple, tout irait mieux. Et je pense que non seulement cela est faux, mais cela est dangereux. Oui. Vous savez, s'il y a quelqu'un qu'on peut apparenter au césarisme, au pouvoir personnel aujourd'hui, on citera Poutine. Bien sûr. Je ne pense pas que ce soit un exemple à suivre. Annexer la Crimée, c'est une attitude bonapartiste? L'histoire de Napoléon est l'histoire d'une série d'annexions. Soit de pays ou de territoires qu'il transforme en départements français, soit de territoires qu'il protège, mais qu'en réalité il domine et que par ailleurs il pille. Donc aujourd'hui, c'est une aussi des leçons, ou plutôt un des intérêts de ce livre. Nous sommes dans une Europe unie. Nous ne sommes pas dans une Europe où les anciennes monarchies s'affrontent à ce pouvoir césariste qui, lui-même, est perçu par elles comme, d'une certaine façon, héritier de la Révolution, bien qu'il s'éloigne des messages de la Révolution. Nous sommes dans une Europe unie, et alors que nous sommes les amis des Espagnols, où il y a eu une guerre inexpiable, les amis des Allemands, alors que Napoléon a créé le nationalisme allemand contre la France, les amis de l'Italie ou de l'Autriche, eh bien, revisiter cette histoire, c'est important. Et ce que je dis dans ce livre aussi à cet égard, c'est que le destin de l'Europe aurait pu être plus fécond
si Napoléon était resté fidèle au message d'émancipation de la Révolution française, et non pas s'il s'était transformé en conquérant. Oui, et vous dites au moment, il fige l'Europe, alors que vous vous dites, l'Europe doit être fière, défendre ses intérêts aujourd'hui. C'est-à-dire, il les veille, effectivement, il les branle, mais au bout du compte, comme il néglige les peuples, ces peuples vont se souder avec leur pouvoir monarchique. Et au Congrès de Vienne en 1815, c'est la vieille Europe qui s'impose et l'Europe va se réendormir alors que les émancipations nationales, les rêves patriotiques existaient en Italie, en Pologne, dans bien d'autres pays. Cette Europe réactionnaire et monarchique va se réinstaller pour 30 ans jusqu'aux révolutions de 1848. Aujourd'hui, évidemment, le panorama européen est très différent, mais puisque l'Europe s'est unie, alors effectivement qu'elle défende ses intérêts et surtout qu'elle porte pour le monde un message de civilisation. Il y a aussi dans ce livre, Lionel Jospin, un appel finalement, un contre-pouvoir de ce que vous appelez finalement un peuple citoyen éveillé par rapport à cet homme providentiel ou à ce despotisme éventuel. Et vous vous dites finalement, c'est ça, c'est l'Europe des citoyens, c'est-à-dire une Europe qui n'asphyxie pas les peuples au nom de l'austérité, c'est-à-dire une Europe qui redonne le pouvoir au peuple. C'est ça votre rêve ? Oui, d'une certaine façon. Bon, moi, je ne suis pas menacé par le mythe napoléonien. Et j'appartiens à la culture républicaine et à la culture démocratique. Je crois que le peuple ne peut se constituer lui-même dans un pays de 65 millions d'habitants comme le nôtre. Il ne peut pas se réunir en masse pour dire « voilà mes volontés ». Donc il ne peut exprimer ses volontés, ses besoins, ses désirs, ses craintes qu'à travers ses représentants, à ses représentants d'être aussi authentiques que possible, aussi respectueux des règles, et quand ils ne sont pas, ça crée un trouble, mais qu'on ne croit pas qu'un sauveur suprême, un chef charismatique va régler les problèmes, parce que tous les régimes despotiques sont des régimes occultes, sont des régimes où tout est caché, où tout est enfoui. On peut évidemment être un peu désespéré par le bruissement des affaires aujourd'hui, mais au moins en démocratie, on les connaît, la justice est indépendante, elle peut faire son travail, la presse est libre, elle peut dénoncer, et c'est une protection pour le citoyen. Dans les régimes despotiques, la corruption est généralement plus forte, mais la chape de plomb de l'autoritarisme est mise sur ces réalités, et donc que les citoyens soient exigeants, mais qu'ils se préoccupent de politique. Et peut-être, je ne veux pas faire allusion trop à l'actualité immédiate, mais par exemple, qu'ils aillent voter au municipal. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.